oui, tu ouvres trop ta gueule. Pourquoi tu ne te terres pas dans le truc et pourquoi tu ne te terres pas? Pourquoi tu te terres pas et tu te dis simplement arrête de parler de tout et de rien. Pourquoi? Pourquoi? Oui, je sais, on va toujours me dire encore arrête de parler de ce genre de choses. Arrête, simplement, arrête de parler de tout ça. Quelque chose qui est hyper positif que je veux vous dire, c'est que, ouais, je vais pas être positive aussi. On a parlé beaucoup du date name et genre on a dit que simplement, moi je disais que qui disait que tout simplement sur TikTok que le date name, on peut utiliser le quand on est 6 du date name, quand on est 6, on peut utiliser le date name et je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'une personne 6 a aussi le droit d'utiliser Yel ou personne trans a le droit d'utiliser Yel. Une personne trans a le droit d'utiliser Yel. Je pense qu'une personne trans a le droit d'utiliser Yel. Une personne a d'utiliser aussi les pronoms inclusifs ou tout ça. Je pense vraiment que les personnes trans ont le droit d'utiliser les pronoms inclusifs, comme par exemple Yel. Ou par exemple, je pense qu'une personne cis a besoin. Et je pense que plus les personnes cis utilisent les mêmes vocabulaires, les mêmes pronoms que les personnes trans ou les personnes non binaires, plus ça va visibiliser les gens. Et je pense que quand on voit une personne cis utiliser les pronoms, et moi je dis, genre, on me demande souvent, ça m'arrive souvent qu'on me pose, me dit, oui mais moi, est-ce que moi j'utilise ton pronom? Et moi je dis tout le temps, mais t'as le droit d'utiliser les pronoms en fait, pourquoi tu veux pas utiliser les pronoms? Tu as le droit d'utiliser les pronoms Yel. Et justement, on me pose la question en me disant, mais non, j'ai pas le droit d'utiliser les pronoms Yel. J'ai dit, si, t'as le droit d'utiliser les pronoms Yel, même si tu es cis, en fait, t'as le droit. T'as complètement le droit d'utiliser des pronoms Yel si tu es cis, t'as le droit d'utiliser quand t'es cisgenre, bah, vous dire que t'es en accord avec ton corps, tout ça. Après, j'ai une question, par exemple, qui sont en accord dans mon corps, c'est, qu'est-ce que vous ressentez le fait d'être en accord avec votre corps et quel est vos importants pour vous? Par exemple, pour vous, être en accord avec votre corps, qu'est-ce que ça vous importe psychologiquement et psychologiquement pour eux? Pour vous, qu'est-ce que c'est la différence d'être femme et d'un homme? Et pour vous, que signifie d'être cisgenre, d'être en accord avec vos sexe biologique, tout ça? Et comment vous ressentez ça au quotidien? Comment vous vivez en fait le ressenti que vous avez généralement de votre ressenti personnel et tout ça? En fait, j'ai l'impression que c'est important que vous posez la question de tout ça. En fait. Pour moi, c'est important que les gens se posent la question sur ça, vraiment. Pour moi, une personne cis qui dit de se mettre du vernis et de quand même normalise pour moi une personne cis qui met du vernis, qui commence à se maquiller, qui est un homme ou une femme, qui enlève les codes classiques de la binarité homme-femme, même si une personne cis qui se passe une personne transgenre ou non binaire, je trouve ça très positif parce que je trouve que limite ça enlève la binarité, même s'il n'est pas un comité LGBT, le fait qu'il enlève ce code-là fait que c'est très positif parce que du coup, vu que ça enlève ce code-là de la binarité, du coup, je trouve ça intéressant de aborder ce sujet-là parce que je trouve ça hyper intéressant d'aborder ce sujet-là et je trouve que c'est important de le faire et je trouve ça important de, en guillemets, aborder tout ça parce que clairement c'est quelque chose d'important et se dire que même si tu n'es pas, même si tu n'es pas LBGT, que je trouve que c'est bien que par exemple il y a aussi, moi je trouve ça important par exemple que le drapeau hétéro ça puisse montrer ou le drapeau cis soit pu montrer, c'est genre. Parce que je pense que ces gens aussi ont droit de mettre dans leur bio qui sont il ou elle, parce que je pense que c'est positif de mettre que les personnes, pas que les personnes non binaires, mais pas que les personnes qui sont LGBT, mais les personnes cis ou les personnes cis mettent leurs pronoms, ou que par exemple dans la bio ils mettent hétéro ou gay ou lesbienne ou tout ça dans leurs pronoms, parce que ça normalise, du coup ce qui est bien c'est que ça normalise encore plus, et ce qui est bien des alliés c'est que finalement les alliés utilisent les pronoms yel, et du coup c'est positif, du coup ça fait un schéma domino qui crée la positivité. Du coup, ça crée une ambiance positive. Du coup, ça crée une énorme positivité dans tout ça. Et pour moi, ça positive le fait que la femme doit être déclarée comme femme en général. Et je trouve que ça positive largement. Et je trouve que c'est très positif de faire ça. Pour moi, c'est très positif aussi quand les personnes cis essaient de faire des exemples comme par exemple utiliser des pronoms ou par exemple défendre des personnes non binaires ou défendre des personnes trans en disant voilà, je suis d'accord de ça, ça et ça. Et j'adore, d'accord, parce que clairement, pour moi, c'est positif. Quand on a des personnes cis qui commencent à utiliser les codes, je me dis que c'est bien parce que ça veut dire que grâce aux personnes trans et aux personnes non binaires qui enlèvent les codes de la normalité de l'homme et de la femme en général, et qui enlèvent la code, tout ça, ça désigne que voilà, les codes sociaux sont changés.
Et pour moi, je trouve ça assez bien parce que ça enlève les codes sociaux, ça enlève les critiques et tout ça. Et je trouve que c'est bien de enlever ces codes-là. Et pour moi, c'est important de enlever ces codes-là et tout ça. Après, on va me dire encore, oui, mais c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est important de parler de ces codes sociaux, parce que pour moi, parler de ces codes-là, c'est très important. Je dis que par exemple, en tant qu'homme cis, par exemple, comme homme cis, c'est important de dire. C'est important de se dire que c'est pas parce que, pour moi, c'est important. Moi, je pense que les réseaux sociaux ont énormément de pouvoir sur les gens. Je pense que ça a plus de pouvoir que la politique, le gouvernement ou le truc. Parce que les réseaux sociaux, les influenceurs, les personnes qui font des vidéos ont plus de force et beaucoup plus d'influence que les personnes tout simplement générales. Parce que je pense que ça a plus d'influence parce que ça a plus impacté les gens. Du coup, il y a d'autres personnes qui vont voir et du coup, des gens du gouvernement vont voir et du coup, ils se rendent compte qu'il faut se réveiller en fait. Et c'est pour ça que c'est bien une situation, c'est pour ça qu'il faut bien. Et moi, c'est pour ça qu'il faut l'égalité parce que je pense que cette égalité, c'est par les pronoms, par le fait que les personnes cis utilisent les mêmes pronoms que nous, par exemple les death names, ou utiliser, demander les pronoms, même si t'es pas habitué, demander les pronoms. Et je pense que le fait aussi que les personnes, hommes en général, ou les femmes soient mis dans le nom, enlève les codes, c'est pas bien aussi. Et je pense que c'est une bonne chose parce que clairement, ça, quelque chose de positif. Et la question de la question très précise sur une situation globale, sur les questions vestimentaires, je dirais. C'est vrai que j'ai pas beaucoup abordé cette thématique du vestimentaire. J'ai abordé très légèrement du vestimentaire et tout ça. Des questions sur les sites. Après, tout ce qui est site privé, c'est vrai que tout ce qui est site privé, il y aura plus de neutres ou pas neutres dans les sites privés ou dans certains sites. Et certains, par exemple, proposent, certains, par exemple, cartes ou comme ça, ils proposent le côté de neutre ou pas. Et c'est vrai que très souvent ça. Et je dirais que quand on enlève les codes pour les personnes trans, il faut aussi penser que ça peut aussi être bénéfique pour les personnes cis en général, les personnes qui sont cis. Ou il faut dire que tous les droits pour les personnes gays sont aussi bénéfiques pour les sexualités, sont aussi bénéfiques pour les personnes qui sont pas LGBT parce que c'est bénéfique pour la construction des genres. Il faut se dire ça aussi. Il faut se dire que le fait que d'autres personnes utilisent la même chose, et moi je trouve que c'est bénéfique, et moi je suis toujours content quand les gens, personnes cis, utilisent les pronoms YEL, parce que je me dis, voilà, enfin, mon pronom est normalisé, je suis plus un extraterrestre qui utilise ce pronom-là. Et ça, j'ai des gens que je rencontre qui me disent, oui, mais les pronoms, faut que tu les utilises, faut que tu essaies d'utiliser vachement, essaye de faire ton entourage. Et c'est vrai que pour évoluer les choses, faut vraiment faire son entourage aussi. Et moi, j'utilise vraiment les pronoms. Et clairement, j'ai beaucoup utilisé les pronoms inclusifs. Et tu vois que la moitié des personnes autour de moi, non, utilisent les pronoms inclusifs. Ils utilisent les pronoms inclusifs, ils disent YEL facilement ou des pronoms inclusifs ou des adjectifs inclusifs comme bello, très souvent bello ou YEL. Et quand j'explique aux gens ce que c'est les pronoms inclusifs, au début ils ont du mal, ils sont un peu comme ça, et après ils comprennent. Et on me dit, là j'étais dans un cadre de job, et moi j'avais très peur au niveau des jobs, j'avais vraiment l'impression, je crois, j'avais pas une autre vidéo sur ça, l'appréhension des jobs, au niveau du travail. Et moi, mon appréhension que j'avais pour les jobs, c'était une énorme appréhension que j'avais, c'était le fait d'être genré. Et en fait, moi, la peur que j'avais, c'était d'utiliser les pronoms inclusifs. Ça me fait plutôt très peur parce que les pronoms inclusifs, ça me faisait plus peur d'utiliser les pronoms inclusifs dans un travail. Ça me faisait un peu peur d'utiliser les pronoms inclusifs dans un travail. Ça me fait trop un peu peur de ces pronoms travail. Et euh, finalement, je veux dire, je regrette un peu d'avoir pas utilisé dès le début les pronoms inclusifs dans le job parce que finalement, je me suis pas autant imposée que ça. J'ai plutôt essayé de pas faire des face à face, de pas être complètement moi en fait. Genre, je suis complètement moi, mais de pas utiliser les pronoms inclusifs parce que j'avais peur de perturber. En plus, on m'avait fait un disclaimer en disant attention, tout ça. Et en fait, j'avais très peur de ces points inclusifs parce que je sais jamais comment les gens peuvent réagir et tout ça. Et on m'a dit utilise, essaye vraiment
de le faire et tout ça, c'est bien de. Et des fois, on fait un petit commun en disant, essaye vraiment de te montrer, quoi, de montrer que tu existes parce que faut que tu t'imposes un peu. Et c'est vrai que c'est compliqué dans un contexte de se dire, voilà, je m'impose, je suis là, je m'impose un peu et tout ça. Et c'est vrai que voilà. Après, moi, je suis dans la communauté religieuse, j'ai l'impression que dans la communauté religieuse, moi, je me suis pas fait beaucoup rejeter dans tout ce qui est religion. C'est vrai que ça m'est arrivé au début de ma transition du rejet. Mais après, au niveau religion, j'ai l'impression qu'il y a énormément de tolérance aussi. Il n'y a pas vraiment de rejet. Genre, il n'y a pas vraiment de rejet. Et moi, quelqu'un qui croit, qui prie, qui croit en Dieu, je crois en Dieu, euh, il n'y a pas de rejet. En fait, j'ai pas beaucoup de rejet. J'ai souvent un peu des regards surpris, un peu des surprises, mais il y a pas de refus dans. J'ai l'impression que c'est souvent ça chez les catholiques. J'ai l'impression que chez les catholiques, j'ai l'impression que très souvent chez les catholiques, il n'y a pas de rejet. Après, il n'y a pas de quelque chose de ouf. J'ai jamais vu des religieux utiliser le pronom IL ou des pronoms inclusifs, ce qui est un peu dommage. Je trouve ça dommage, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait rien faire d'autre. Mais après, les religions ne sont pas très certaines religions, comme la religion catholique, par exemple, ils sont pas genre en mode rejet. Et c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de rejet avec ça. C'est vrai qu'au début, j'ai beaucoup de réactions violentes des religieux vraiment me refusaient en me disant je veux pas et tout ça. Mais il y a certaines religions vraiment où il y a certains endroits religieux où clairement je suis abstée complètement, où je peux vraiment rentrer, où c'est pas du tout problème avec ça. Et en fait, c'est impressionnant parce que peut-être j'ai une voix grave, j'ai une voix un peu grave, et c'est vrai que c'est souvent une voix grave. Peut-être j'ai une voix grave, mais au moins, peut-être j'ai une voix grave, mais en fait, la communauté religieuse peut être assez tolérant sur ça. Il y a comme une tolérance qui est quand même assez de ouf, parce que cette communauté religieuse, on voit que les religions, il y a beaucoup de preuves de prêtres LGBT qui prend le drapeau, qui commencent à être les pronoms inclusifs, il y a des preuves aussi de personnes de religieuses qui essaient de faire des efforts. Il y a beaucoup de preuves d'efforts qu'il y a dans les médias, il y a beaucoup de preuves religieuses et beaucoup de preuves de podcasts aussi où on fait des efforts pour la non-vérité, pour déclarer la non-vérité, pour beaucoup de choses. Il y a énormément d'efforts au niveau des gens. Il y a beaucoup d'efforts. Les gens font énormément d'efforts et des fois, ils mettent les mouvants parce que les efforts que les gens font pour améliorer les choses sont impressionnantes. Et je veux dire, entre le début de l'année 2021 et le début de presque la fin de cette année, je vois énormément d'évolutions, beaucoup de choses. C'est pas encore parfait. J'avoue que c'est pas encore parfait. Mais au moins, c'est positif parce que ça fait que finalement, euh, on a cette compréhension et ce côté-là. Après, il y a souvent, je pense qu'il y a des stéréotypes sur la non-binarité, sur le look. Les gens ont une idée hyper non-genrée, les non-binaires atypiques qui ont un look hyper atypique. Il y a des gens qui sont hyper atypiques, il y a des gens non-binaires qui n'ont pas du tout le look atypique, il y a des gens qui ont complètement un look classique et non-binaires qui ont complètement un look classique. Et il y a aussi ça aussi. Il y a des stéréotypes sur la non-binarité qui sont assez flagrantes et je pense que ça crée aussi des stéréotypes malheureusement, comme la binarité, tout ça. Et je pense que, voilà, il y a des stéréotypes assez flagrants, tout ça. Et j'ai tant conscience que les stéréotypes sont pas encore là. Mais je pense que pour les non-binaires, la chose qui est favorable, c'est vraiment de passer l'entourage de ses pronoms, parce que clairement, c'est clairement. Et on me dit toujours, essaye de faire des efforts pour vraiment inclure les pronoms inclusifs dans ton quotidien. Et même des fois, c'est vrai que moi, j'ai appris les pronoms inclusifs, je connaissais pas du tout ça. Et du coup, des fois, c'est automatiquement, je vais me jaurer au masculin ou au féminin, ce qui est tout à fait normal, ou je vais me jaurer en inclusif sans le savoir. C'est-à-dire que je me jaurer au inclusif sans le savoir, je ne me pas mon compte. Et ça veut dire que c'est positif parce que ça veut dire que j'ai automatisé dans mon système de mémoire les points inclusifs. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est des fois, les gens sont tellement habitués aux points inclusifs qu'ils vont automatiser. Et c'est ça qui est positif, c'est que même au niveau chirurgical, on voit beaucoup d'évolution parce qu'il y a beaucoup de chirurgiens. Je dis pas que c'est tout le monde, mais il y a des chirurgiens qui commencent à comprendre qu'il y a des non-binaires et qu'il faut penser à des opérations comme une mastectomie plutôt non genrée ou des choses non genrées. Après, pour l'AID, tout ce qui est assurance, ce n'est pas encore ça. L'assurance rembourse les non-binaires au niveau des chirurgies, au niveau des hormones,
mais il faut quand même se dire que il y a beaucoup d'encore de médecins qui refusent comme ça. Mais vu que grâce à la médication des non-binaires, tout ça, après moi, personnellement, ce qui me rend un peu tout petit peu gnangnan, triste, je dirais, c'est que la représentation dans les films, il faut faire attention. La représentation dans les films, dans les séries, même des séries basiques qui ne représentent pas un truc. Il faut faire attention des représentations trans et non-binaires qui sont représentées dans les films parce que ça peut vraiment être discriminant, il faut faire attention. Après, faut pas qu'est-ce que pour tout et pour rien. Faut comprendre que des fois, les personnes qui ont le droit d'être opposées, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent négativement, en droit d'être négatifs. Des fois, c'est ton moyen de réagir avec eux. Les gens qui sont pas LGBT, il faut comprendre les gens qui sont opposés. Il faut accepter que les gens soient pas et pas toujours qu'il y ait discrimination s'ils sont opposés à vous. Faut pas toujours être d'accord avec ça. Après, je pense que tout simplement, il faut pas blâmer. Je pense que chaque situation précaire ou pas, je pense qu'il y a aussi ce côté où on pense que c'est financier, c'est une partie beaucoup financière de la transition, c'est financière ou pas. Et je pense que aussi il y a beaucoup de choses sur les cagnottes. Les cagnottes, ce n'est pas du tout obligé, tu n'es pas obligé de faire une cagnotte, tu n'es pas obligé de faire une cagnotte et tout ça pour faire une transition. Déjà, les cagnottes, c'est pas obligé, c'est quand tu veux, quand la personne a donné et tout ça, si elle veut donner ou pas la cagnotte. Tu n'es pas obligé de donner de l'argent à la personne ou pas pour faire une transition médicale. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui décident de ne pas faire de transition médicale ou comme ça, qui n'ont pas d'argent. Et moi, c'est mon cas parce qu'au début de transition, j'avais pas beaucoup de moyens et du coup, je me débrouillais avec ce que j'avais. Et quand t'as pas beaucoup de moyens, tu n'as pas le choix. Et tu peux pas juger une situation d'une quelqu'un, même si quelqu'un de transgenre, tu peux pas juger une situation de quelqu'un d'autre parce que tu n'as pas vécu une situation à elle. Et chaque transition est différente. Du coup, je répète, tu peux pas juger quelqu'un de transition de la même. Tu peux pas juger une personne trans qui a vécu la même chose. Et je vois aussi ce côté aussi de racisme dans la transition médicale des personnes trans ou asiatiques. Des personnes trans ou non binaires qui sont en guillemets racisées. Et à ce côté de stéréotypes de non-binaires qui sont européens envers les personnes asiatiques et les personnes africaines qui sont, euh, je sais pas, méchantes. Et je trouve que c'est vraiment désobligeant de se dire que il faut séparer les personnes non-binaires, personnes trans qui sont africains ou blancs et les critiquer pour ça parce que ils ont un avis sur ça et je veux pas qu'on critique sur ça et je trouve que c'est tellement méchant d'utiliser des mots insultants sur les personnes qui sont asiatiques et trans. Et je trouve que c'est discriminant parce que les mots sont discriminants et les mots utilisés sont discriminants et euh, les mots ont beaucoup d'impact. C'est-à-dire que chaque mot est impact. C'est-à-dire que quelqu'un peut s'aider parce que tu utilises un mot impact. Et ça peut vraiment beaucoup impacter la personne aussi. Et en fait, je vais parler précisément de ce fléau-là. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes trans qui ont un certain racisme avec d'autres personnes trans. Et je pense que déjà, quand on est personne qui est déjà à origine africaine ou asiatique, on est une petite deux communautés. Une communauté qui a été à toute une histoire. Déjà, l'Afrique a beaucoup de discrimination et est encore punie par la loi. Il y a encore énormément de pays de l'Afrique qui sont punis par la loi. Et en tant que personne africaine, tu as plus de danger. Et je veux dire, je veux pas être contre les Européens, je ne dis pas du tout ça. Mais l'Asie et l'Europe, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le même vécu. Parce que je pense que quelqu'un africain n'a pas le même vécu parce que je dis pas qu'il faut séparer les Européens et les Africains. Je ne dis pas ça du tout. Je dis tout simplement que c'est pas le même vécu parce que tu fais partie de deux minorités. Une minorité africaine qui n'est pas forcément acceptée. La communauté africaine n'accepte pas forcément les EBGT, ne peut pas forcément, c'est encore puni par la loi dans un pays. Il y a comme beaucoup de discrimination et beaucoup de clichés sur l'homosexualité et il y a encore une personne transgenre en Afrique, au Cameroun, qui s'est fait encore punir, qui a été en prison à cause de ça. Donc, c'est pour vous dire que en Afrique, il y a pas encore de tolérance. Et même si en Europe, il y a beaucoup d'Africains qui pensent encore comme ça, et c'est compliqué en tant qu'Africain de se dire. Et les personnes qui sont européens te voient comme quelqu'un d'Africain, mais tu es métisse. Et du coup, ça fait que c'est problématique tout ça. Et en fait, je pense que il faut avoir un respect. Sois respectueuse de la culture de la personne. Oui, elle est
elle est transgenre ou non binaire, mais respecter la culture où elle est, respecter sa culture, respecter que dire dans la transition, il y a des gens qui ont diverses cultures, diverses religions, et faut dire que chaque culture, chaque religion, chaque situation, chaque tradition est valide, chaque tradition est valide et légitime, même si c'est une tradition différente. Il faut légitimer tout ça. Pour moi, une personne, et justement, il faut pas utiliser le fait comme asiatique, comme une tradition. Moi, ça m'a beaucoup choqué de voir des personnes transgenres tout simplement être méchants. Et c'est la méchanceté, pour moi, c'est la méchanceté clairement gratuite, parce qu'ils sont africains, parce que c'est l'Afrique et tout ça. Et je pense que c'est tellement méchant. Et en fait, il faut être honnête, je vais être honnête avec vous, quand t'es africain, je dis pas que tu es peu critiqué, mais tu auras quand même beaucoup de critiques envers les gens. Beaucoup de gens vont te critiquer, beaucoup de gens vont être méchants parce que tu es africain et que pour eux tu es africain, du coup tu restes africain, tout ça. Et ça, c'est justement le problème et tout ça. Et je pense que faut, et je pense que c'est malheureusement un, je vois beaucoup ça dans les radios, dans les podcasts, qui parlent beaucoup de racisme envers les personnes africaines ou asiatiques. Et je vois beaucoup ce racisme-là. Et je pense qu'il faut faire hyper attention de le racisme de la personne, faut faire attention d'être extrêmement vigilante parce que ça peut créer vraiment de souffrance du fait d'une personne qui, voilà, déjà dans son pays n'est pas accepté à cause de ça. Il y a des gens déjà, leur pays n'accepte pas ça, ou des religions n'acceptent pas ça. Et quand en plus tu mets le couteau dans la plaie, ça fait encore plus mal et tu te rends pas compte que ça peut faire mal et tu te dis, ah oui, mais c'est pas grave, j'ai fait mal. Mais non, ça fait réellement mal en fait. Et je pense aussi que ce racisme est lié au fait que ces minorités, c'est fait de la couleur de peau, de toute l'histoire qu'il y a avec. Et je pense que malheureusement, euh, c'est un problème qu'on a. Et ça, c'est un problème que j'ai. Et moi, j'ai remarqué ce problème-là justement. J'ai remarqué qu'on me traite pas, on me traite différemment, en fait. Et malheureusement, c'est la réalité. Il faut l'accepter. Et je sais que très souvent aussi, je vais aussi pas des camiotes, mais genre, je vais pas être camiote. Et je pense que les gens critiquent trop facilement les gens qui font des camiotes, tout ça, il faut pas critiquer. Et moi, vraiment, ça m'énerve très souvent. Des personnes trans ou critiquent parce qu'ils ont fait des chirurgies, qu'ils ont une poitrine ou des grosses lèvres ou une poitrine énorme ou une poitrine qui voudrait eux, qui est grosse ou énorme ou petite ou grande. On critique de tout ça et en fait, ça m'énerve beaucoup qu'on critique la personne sur son passing en disant oui, mais en faisant l'excuse du passing pour simplement la décrédibiliser parce qu'elle a pas bon passing ou la outer en disant voilà, c'est normal que je la out. Non, je trouve ça pas normal et tout ça de faire ça parce que clairement ça discrimine la personne et je trouve ça pas vraiment bien. Et les petites guéguerres entre les trans, je dis pas ça que c'est énervant. Mais je trouve que des personnes trans se permettent de critiquer les autres trans en disant voilà. Moi, c'est vrai que je suis pas d'accord pour idéaliser la transition et tout ça. Mais m'ajouter du temps dans l'actualité, dans le journalisme, c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention aux séries, à qu'est-ce qu'on montre dans les séries. Parce que montrer dans les séries une image de la transidentité qui n'est pas forcément bonne, faut faire attention parce que ça peut demander une image. Et en fait, certaines personnes cis qui interprètent des personnes trans, ils griment, ils font d'exagérations, ou des personnes qui sont pas non-binaires, qui traitent qui jouent des personnes non-binaires, ça peut grimer la personne non-binaire, ça peut pas forcément être bien pour la personne non-binaire. Faut faire attention à ça. Et c'est comme, par exemple, des personnes africaines qui utilisent c'est comme quelqu'un qui est d'origine européenne, qui est blanche et qui utilise des trucs africains. Pour moi, c'est pareil, en fait. Pour moi, une personne trans doit, au niveau artistiquement, au niveau acteur, jouer une personne trans. Et pour moi, je dis pas que s'ils ne jouent pas des personnes trans, ce n'est pas bien. Oui, je suis pour aussi que les personnes cis jouent aussi des personnes trans. Je dis pas ça. Mais il faut pas faire des caricatures, en fait. Faut pas caricaturer une personne trans, tout ça. Faut jouer. Je suis pas contre. Certains sont vraiment bien. Certains personnes cis qui jouent, ils ont vraiment milité, ils jouent beaucoup de bien et tout ça. Mais je suis désolée de dire ça, mais
c'est pareil pour les personnes gays. Pour moi, ça me heurte beaucoup de voir des personnes hétéros qui jouent des personnes gays. Et en fait, je vois pas beaucoup d'acteurs gays jouer des personnes gays. Et je vais tout simplement parler de été 58, 50, 58, voilà. Ou voilà, ça m'a pas. Je suis après. Été 58, c'est différent parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les acteurs qui sont cis, enfin, pas cis, qui sont hétéros, je veux dire, ils ont eu un message en mettant le truc du message et tout ça. C'est bien. Mais euh, moi, je trouve que les personnes gays ou trans dans le monde artistique, malheureusement, ils sont très souvent, je sais pas, ils sont très souvent dans le milieu artistique, ils sont très souvent mis dans le quotidien qu'il n'y a pas beaucoup de personnes trans et c'est carrément un privilège d'être une personne trans jouant une personne trans dans un rôle au niveau des séries, au niveau des choses et je trouve ça tellement dommage qu'il n'y a pas de plus de personnes trans et de diversité au niveau en fait, on montre que des personnes hormonées, clichés, qui montrent des thématiques qui sont que en société, du changement de la voix, du changement. Et en fait, dès que les thématiques sont plus profondes, dès que c'est youtubeurs, des petits youtubeurs, des petites personnes, on les montre pas, on les visibilise pas, et du coup, c'est très compliqué de se visibiliser. Et en fait, c'est très dommage parce que il y a ce côté-là où, dans l'actualité, on montre ça, des personnes trans. Et en fait, ce n'est pas la réalité. Et en fait, dans l'article, dans la presse, on exagère, on grossifie la chose sur la non-binarité, sur la chose. Et les petits podcasts qui parlent de non-binarité de manière crue, d'une manière détaillée, on les visibilise pas assez. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'il y a beaucoup de podcasts très intéressants sur la non-binarité. Et ces podcasts-là, tu dois carrément les chercher, les chercher petit à petit, ou même des films faits par des auteurs indépendants ou par des cinémas qui fait indépendants. Tu dois les trouver pour trouver des films indépendants joués par des trans. Tu dois trouver des films indépendants pour jouer par des choses. Tu dois trouver des films indépendants pour jouer des choses intéressantes. Tu dois jouer des trucs et tout ça. Et même trouver des personnes qui sont peintres et qui sont queer peintres, qui sont peintres et qui sont queer, qui font de l'artistique queer et qui parlent de leur milieu queer et des artistes queer, des peintres, on n'a pas beaucoup. C'est-à-dire que je vois beaucoup dans le milieu de peinture des personnes queer dans le milieu de la peinture, mais j'ai l'impression que c'est une minorité, c'est-à-dire que les personnes queer aussi sont souvent dans une minorité, dans des petits organisations, des formations de petite échelle, et dès que c'est vraiment des grandes échelles de cinéma, on voit pas beaucoup de personnes queer ou trans, ce qui est dommage. Et en fait, tu dois jouer dans des petits cinémas, dans des petits trucs pour montrer que tu es trans ou non-binaire. Et en fait, c'est très dommage parce que clairement, il y a des représentants de non-binaires qui sont dans des grandes échelles et tout ça. Même au niveau musical, je vois beaucoup de non-binaires au niveau échelle musicale, au niveau musical et artistique, au niveau du make-up artiste, de personnes trans ou non-binaires ou gays. Mais en fait, pour certaines choses, c'est pas vraiment montré. Et à ce côté-là où ça me pose problème parce que, voilà, pour moi, ça me pose problème parce que ça fait que clairement, tu dois trouver des films ou des séries qui soient spécialisés sur ça et tout ça. Et en fait, tu dois trouver des auteurs carrément chercher des films qui soient bien. Et en fait, je trouve ça dommage qu'il y ait une représentation de ça. Et en fait, c'est pour ça que quand je parle de K-Boy ou été 59 ou K-Boy été 59, voilà, je sais, on va me dire qu'est-ce que c'est comme référence de film. Quand on critique beaucoup ce genre de film parce que voilà, on dit que c'est un peu niais ou que c'est un peu, je veux dire, je suis complètement pas d'accord avec ça parce que pour moi, c'est vraiment des films qui parlent de tout simplement d'amour entre deux garçons, sans mettre l'homosexualité en truc, mais juste parler de deux garçons simplement en normalisant en fait. Et moi, je trouve que c'est bien de normaliser des films normatifs. On ne dit pas que forcément c'est une relation de garçons, mais on ne dit pas forcément et on découvre petit à petit sans péché. Et moi, je trouve ça bien, bien d'inclure ça. Et pour moi, les films, on voit beaucoup les films américains inclure les personnes non binaires ou inclure des polyamours ou des personnes trans. Et je trouve ça très dommage qu'il n'y a pas inclus de tous les sexes, de tous les genres. Et combien j'ai vu de séries qui parlent de la sexualité ou du polyamour ou de du demi-genre ou demi-sexuel. Demi-sexuel, c'est pas ces personnes qui sont, comment dire ça? Ah, c'est compliqué. Quelqu'un de demi-sexuel, voilà, demi-sexuel, c'est une personne qui est, voilà, oula, je vais faire un débat qui est pas facile. Un demi-sexuel, c'est une personne qui est,
Demisexuel, c'est une personne qui est, comment dire? Par exemple, une demi-gay, c'est une personne qui est, demi-gay, c'est une personne qui est, gay, mais demi. C'est-à-dire qu'elle est pas, demi-gay, c'est, vous voyez, par exemple, pansexuel, c'est quelqu'un qui aime, qui ne se bat pas sous le genre ou une personne. Demi-gay, c'est, tu définis pas comme quelqu'un de gay, tu définis pas comme quelqu'un d'hétéro, ni gay. C'est-à-dire que quelqu'un qui est demi-hétéro, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est pas qui n'est qui sait qu'il n'est pas hétéro. C'est quelqu'un qui sait qu'il n'est pas hétéro. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas qui, qui, qui se définit pas comme hétéro complètement. Qui se définit pas comme hétéro complètement. Donc, on dit ça demi-hétéro. Quelqu'un qui est demi-gay, c'est quelqu'un qui n'est pas complet, qui définit comme demi-gay. C'est-à-dire que c'est gay, il se définit comme gay, mais il est autre, il est plus autre. C'est qu'il y a d'autres sexualités à côté de gay. Ou par exemple, demi-lesbienne, c'est autre que en fait, euh, c'est au-dessus, en fait, c'est au-dessus de la pansexualité parce que la demi-sexuelle, c'est vraiment, et demi-sexuel, c'est plus que pansexuel parce que demi-sexualité, c'est une personne qui, en guillemets, quelqu'un qui est demi-sexuel, c'est quelqu'un qui se base, en fait, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de genre. C'est pareil, mais en façon sexualité, c'est-à-dire qui n'a pas de sexualité, il n'a pas du tout de sexualité. Il y a des gens qui n'ont pas du tout de sexualité, qui n'ont pas de sexualité du tout, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sexualité. Ils ne se codifient pas ni gay, ni lesbienne, ni gay, ni lesbienne, ni pan, ni bisexuel, ni... Ils sont juste des personnes, des individus. C'est tout. Et ils prennent les juste par individu. Même pas par le corps, par le physique, par le genre. Ils ne se passent pas sous le genre, le sexe d'une personne, mais juste par individu. Il y a pas de, c'est pas binaire, en fait. C'est pas complètement binaire, c'est-à-dire qu'ils se passent pas sur rien du tout. Ils ont pas du tout de sexualité. Genre, c'est pas comme asexuel. C'est pas du tout de, voilà, voilà. Et du coup, il y a simplement les demi-genres. Et moi, clairement, je dis que je suis pansexuelle, mais si je dis aux gens que je suis demi-gay ou demi-hétéro, les gens vont me dire, mais t'es bizarre. Donc, je ne dis pas que je suis demi-gay ou demi-gay ou demi-hétéro, parce que si je dis que je suis demi-gay ou demi-hétéro, ils vont me dire, tu es une tarée, tu sais pas ce que c'est, tu es une tarée, tu sais pas ce que c'est. Du coup, je dis souvent facilement que je suis pan, parce que c'est plus facile pour moi de dire que je suis pan. Parce que si je dis que je suis demi-hétéro, demi-sexuelle, ils vont dire, mais elle est qui, quoi? Du coup, je préfère dire que je suis parce que je trouve que demi-sexuelle, ça définit un peu tout ce que je suis, c'est-à-dire que, voilà. Parce que ça a vraiment le côté binaire, clairement. Et en fait, c'est ce côté-là où c'est assez problématique. Et voilà, demi-sexuel et tout ça. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Du coup, je vais dire simplement que malheureusement, il y a beaucoup de non-représentations de tout ça. Et c'est vrai que très souvent, c'est très frustrant pour la personne qui est non-binaire de se dire que voilà, sexualité n'est pas vue, tout ça. Et en fait, au niveau peinture, je vois aussi ça où, en fait, il manque beaucoup d'artistes queer et souvent, c'est vraiment des noms exclus ou c'est vraiment inclusif, ou des milieux inclusifs, tout ça. Et en fait, ce qui me dérange, c'est ce côté-là aussi. Ce côté où, dans le monde artistique, il y a beaucoup de personnes cis qui est montré, mais les personnes queer sont montrées et sont dans les pratiques sexuelles, dans les trucs particuliers et tout ça. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que quand t'es queer et que tu dois montrer le milieu queer et tout ça, et c'est pour ça que je suis d'accord pour les milieux universitaires ou des associations universitaires non binaires qui est une des non binaires ou des associations qui font l'association queer d'artistes. Je trouve ça vachement bien ce genre d'association parce que ça définit vraiment les personnes qui sont queer et du coup. Et je trouve que inclure quand même des endroits, des bâtiments pour les personnes queer ou personnes artistiques ou sportives, c'est limite dommage je trouve ça bien parce que ça protège ceux qui sont fragiles par exemple, moi, je trouve ça bien, par exemple, vu que je suis non-binaire, je trouve ça bien d'aller dans un milieu non-binaire où il y a des personnes queer, où je fais de la peinture dans un endroit où il y a des personnes non-binaires comme moi, ou des personnes trans comme moi. Je trouve ça bien dans des milieux comme ça, artistiques. Et c'est vrai que j'ai beaucoup entendu ça aux États-Unis, en Angleterre, tout ça, des bâtiments comme ça pour
beaucoup de choses. Pour le milieu artistique, pour la retraite, pour la jeunesse, pour l'adolescence, pour tout âge. Des maisons de retraite, des bâtiments, des colocations LBGT, des ventes aux enchères, des livres, des boutiques, c'est-à-dire des audio-livres, des audio-livres, comment dire, des soirées de livres, des soirées cinéma, tout ça, ou des apéros, ou des soirées parlant de Bon Amour, comme ça. Je vois beaucoup de genres de soirées comme ça, et c'est vrai qu'il y a aussi ce côté financier, ce côté aussi où les associations sont pas assez aidées au niveau financier, ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes, tout ça. Du coup, il y a aussi ce problème-là où les associations, je trouve qu'ils vont être beaucoup plus aidées parce qu'on ne pense pas, mais très souvent, l'argent des associations, c'est souvent, ils n'ont pas aidé, ils sont pas assez aidés, sont pas assez aidés financièrement. Je trouve ça tellement dommage parce que je trouve que, oui, les collaborations, c'est bien, mais ça n'aide pas les associations. Et je trouve que c'est bien associer les associations, beaucoup les aider, tout ça. Et aussi, je trouve ça dommage qu'il n'y a pas plus de boutiques LPGT où il y a vraiment des drapeaux comme ça, des tout genres de drapeaux, ou tout genre, comme aux États-Unis, des boutiques avec des mugs ou des affaires ou des vêtements ou des benders, vraiment des boutiques spécialisées pour ça. C'est dommage qu'il n'y en a pas plus parce que je trouve ça bien d'en avoir plus. Et c'est vrai que au début, c'est vrai que je demande beaucoup de choses et je trouve ça bien d'avoir des artistes, par exemple, des personnes trans qui font leur propre boutique. Je trouve ça très positif de faire ça. Très positif de faire ça. Ou des personnes non-binaires qui font leur propre boutique avec le drapeau non-binaire. Je trouve ça très tellement bien de faire jaune. Vraiment, merci pour ça. Merci, merci pour toutes ces personnes-là. Mais revenons à l'artiste, je trouve ça très dommage. C'est dommage. Et en fait, aussi, ce qui me dérange dans le milieu, c'est le milieu de drague. RuPaul Drag, ce qui me dérange, c'est que on rejette les personnes non-binaires et on rejette les personnes, les femmes, en fait. Et du coup, je trouve ça sexiste, même si j'ai beaucoup repéré que je suis une grande fan de RuPaul's Dress, je trouve ça dommage qu'il n'y a pas plus de non-binaires et qu'en fait, il faut être un homme pour être drague. Et c'est faux, il y a des femmes drague, il y a des femmes qui sont drag queen, il y a des hommes qui sont drag kids, et il y a des personnes qui sont drag kids ou drag kids. Il y a des personnes qui sont, déjà le drag, déjà de base c'est créé par les personnes trans et c'est fait par les personnes trans aussi, c'est aussi les personnes trans aussi passer la communauté. Je sais que très souvent les drags sont un peu en mode rejet, mais grâce à eux on a beaucoup de choses. Je pense que les drags, en fait les drags dans la communauté LGBT c'est vraiment un pilier dans la déconstruction du genre. Clairement, c'est un pilier. Les drags sont déconstruction du genre complètement, c'est ça. Et en fait, je vois beaucoup de drags qui se déconstruisent, des drags queer complètement queer que j'adore aussi et il y a des drags qui se définissent comme queer et j'adore parce que il y en a plein et j'adore parce que clairement c'est ce côté-là où c'est génial, c'est super, je trouve, parce qu'elle est comme queer et je trouve ça génial aussi. Mais je trouve ça dommage que dans le milieu des dragues, les personnes trans sont beaucoup rejetées. Les personnes trans, dès que tu es trans, tu peux pas être drag queen. Je trouve ça faux parce que tu peux être drag queen et être trans. Après, vu que je suis pas dans le milieu, personnellement, que je suis pas dans le milieu complètement, je peux pas débattre plus que ça, mais je trouve ça très dommage parce que je trouve que une personne trans peut être peut être peut être drag queen et peut se révertir. Mais c'est pas parce que tu t'es trans que tu peux pas drag queen. C'est ce que je veux dire, hein, clairement. Qu'est-ce que je voulais parler? J'ai oublié ce que je voulais parler en plus. J'ai oublié ce que je voulais parler. Qu'est-ce que je voulais parler? Je voulais parler du fait euh, des podcasts. Des podcasts qui sont très bienveillants, qui sont géniaux, qui font des podcasts sur la non-binarité, qui sont géniaux. Il y en a plein sur Google. Vous mettez Google podcast. Il y a plein de podcasts sur la non-binarité. Il y en a énormément de podcasts sur la non-binarité. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de listes de podcasts et de d'émissions aussi québécoises ou québécois que je trouve génial aussi. Et il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de groupes et tout ça sur Facebook, sur Instagram. Il y a beaucoup aussi de teams et je trouve ça génial aussi. Et voilà. En fait, je trouve ça beaucoup génial parce que clairement c'est une évolution. Et c'est vrai que je voudrais faire plus que ça. C'est vrai que j'aurais plus que pas une caméra et tout ça. J'aimerais bien
faire plus que ça, mais je peux pas faire plus que ça parce que clairement, euh, voilà. Mais je trouve ça génial aussi des personnes qui organisent des fêtes ou organisent des choses pour les LGBT, pour vraiment discuter sur ça. Je sais bien des youtubeurs qui font ça parce que ça positive les choses beaucoup. Après, ce qui me dérange beaucoup, c'est les critiques entre trans, parce que je trouve ça tellement dommage de se critiquer tous et de dire oui, mais moi t'es pas comme ça, oui t'es comme ça, oui t'es comme ça. Toi, c'est une communauté. On peut pas faire autrement. Tout le monde se dispute. On est une grande famille, donc en famille, c'est normal qu'on se dispute, c'est normal qu'on n'est pas tous d'accord avec des choses, c'est tout à fait normal. Ah oui, je vais écouter mon ressenti. Oui, je vais écouter mon ressenti. Mon ressenti. Ah oui, actuellement. Oui, parce que je dirais que je parle beaucoup des autres, mais je parle pas de moi. On va pas de ma live. Oui, parce qu'on parle pas, je parle pas assez de ma live en fait. Je parle beaucoup de, je parle pas beaucoup de ma live, très souvent. Ah oui, revenons au job. Revenons au job. Du coup, au niveau des jobs, c'est vrai qu'on me disait ouais, mais plus les pronoms inclusifs dans le job où tu fais et tout ça. Et c'est vrai que moi, j'avais énormément d'appréhension d'avoir un job. Ah oui, je vais revenir sur autre chose aussi. Je vais revenir sur le fait d'être opéré ou pas. Pourquoi j'ai changé d'avis sur les opérations? C'est la changé que je fais, c'est que j'ai dit pour toi oui, je veux pas. Pourquoi? Parce que c'est compliqué pour moi, psychologiquement, mentalement. Ça demande beaucoup de choses, ça demande beaucoup de mentalité, ça demande beaucoup de choses, ça demande beaucoup de force, de se dire, voilà, on se rend pas compte comment le mectomie, ça peut être dur psychologiquement et mentalement. Tu sais que tu auras une poitrine, tu fais quelque chose. Moi, je préfère attendre que ce soit mon corps qui me le demande. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, je préfère que ce soit mon corps qui me le demande généralement. Mon corps me le demande pas actuellement. Il me le demande pas. Voilà. Après, tant que mon corps me le demande pas, je vais écouter mon corps. Après, c'est ça. Après, en- moi, au niveau des pronostic, je pensais que j'ai jamais duré autant de mois que ça. C'est vrai que je pensais pas durer autant de mois que ça. Je pensais pas durer autant de mois que ça. Je pensais que j'allais pas durer, je pensais pas durer une année. Je pensais durer quelques mois ou quelques mois, je pensais pas. En fait, tous les médecins étaient un peu réticents du fait que la permission que je pouvais avoir. Et finalement, j'ai réussi à faire un an. Et en fait, actuellement, je suis triste parce que euh, je me rends compte que c'est fini ma transition médicale et que j'ai plus rien à faire et que même si je suis au constant questionnement sur moi et sur mon sentiment, sur la masculinité, la féminité et tout ça, parce que je suis constamment en questionnement, constamment, même si je sais que je suis non-binaire, il y aura constamment des remises en question constantes sur ce que je ressens, mon sentiment, tout ça, ça fait pas de la non-vérité complètement. Mais je suis triste parce que je me dis que c'est à la fin d'une époque, parce que à une époque, j'étais non-binaire. J'étais avant. Et en fait, ça me rend vachement triste de dire que c'est fini, en fait. C'est fini. Euh, je sens comme ce vide en moi, me dire c'est terminé. C'est fini. J'ai plus ces sensations. Je sens que c'est terminé. C'est-à-dire que j'ai plus rien à faire réellement de ma transition. Et je me dis c'est triste parce que euh, je sens de vide. Et je me dis voilà. Et on m'a dit ouais, mais il reste que quelques mois. Et c'est fini. C'est terminé. Ça va faire un an. Et dans l'échelle, parce que je sais que et, et limite, je sais pas, ça me fait mal. Je sais pas, ça me rend triste. Je suis triste et jolie à la fois parce que je suis impatiente de passer aux 9 mois et finir ma transition. Et en même temps, je suis triste parce que je me dis que c'est terminé et dans quelques mois, ça risque de
finir et que dans quelques mois, j'aurai plus. Et après, on me dit oui, mais pense pas à ça, tout ça. Et en fait, pourquoi, pourquoi je pense à ça? Parce que je vais prévoir mes rendez-vous je vais pas prévoir mes rendez-vous en avance, mais je voudrais prévoir mes rendez-vous, je voudrais plus m'organiser. Mais c'est de ouf. Si vous m'avez suivi jusqu'au début de ma transition, jusqu'à mis un mois, vous allez voir où j'étais jusqu'au bout. Je suis triste. Je suis vachement triste. Parce que je me dis que je suis plus un bébé. Et je me dis que je suis soulagée. Il y a une partie de moi qui est hyper joyeuse. Une partie de moi qui est hyper triste. Qui ne sait plus quoi faire. Qui ne sait plus quoi faire comme idiot. Qui ne sait plus quoi faire comme militant. Je ne sais plus quoi faire militer. Je ne sais plus quoi faire. Et c'est dur de se dire, c'est terminé. C'est fini. Ma transition est finie. Et je me dis, c'est ouf parce que j'ai passé plusieurs années à faire une transition sociale. La transition sociale est terminée. Mon transition médicale est finie. Et c'est comme si mon expérience, c'est ça en fait qui est, je sais pas quoi dire de ça. Et je sais pas, il y a tellement de choses où j'aurais dû faire, où je voulais faire, que je n'ai pas fait à cause du Covid. Et je pense que ça m'a beaucoup impacté parce qu'il y a des choses que je n'ai pas pu faire. Et je pense que quand tu as eu une transition en plein milieu de Covid, tout ça, moi, j'ai fait mon transition en plein de Covid et ça n'a pas été facile. En plus, pendant tout ce temps, j'ai eu des moments de vide et du coup, ça n'a pas été facile et j'étais pas autant occupée et, et c'est terminé. C'est terminé parce que, voilà. Et je me dis, c'est triste. Je sais pas, je trouve ça triste. Je sais pas, j'ai un vide, en fait. Je, j'ai l'impression d'avoir pas tout apporté ce que je voulais apporter. Je sais pas. Euh, je me sens assez seule, en fait, en guillemets. Parce que j'aurais aimé rencontrer d'autres non-binaires comme moi, en réalité, qui m'auraient donné la main, qui m'auraient rassuré, genre, je sais pas rassuré, mais on aurait pu collaborer, discuter. Mais est-ce que si j'avais rencontré d'autres trans, je serais devenue la personne que je serais devenue actuellement? Est-ce que j'ai vécu toutes ces choses, j'aurais vécu ce que je serais devenue actuellement? Je pense pas. Et en même temps, je suis fière de mon parcours parce que je me dis, voilà, ça fait un an. Et moi, ça fait bizarre de me dire, bonjour, je m'appelle ta. Ça fait un an que je suis sous T. Ça fait très bizarre. Bonjour madame, ça fait un an que je suis sous testostérone. Moi, ça fait bizarre de dire ça. Ou de me dire, voilà, avant, ça faisait, ou je me dis en 2022, me dire, ah ouais, là, je suis bêta où, j'ai fait un an sous testostérone, maintenant, je suis à mes 2 ans actuellement, cette année, je suis à mes 2 ans actuellement. Pour moi, ça fait très bizarre de dire ça. Pour moi, c'est très bizarre de dire, voilà, je suis à mes 10, je suis à mes 2 ans, là, actuellement. Pour moi, ça fait très bizarre de dire que l'année prochaine, ça fait mes 2 ans. Pour moi, ça fait très étrange de dire ça, de dire oui, bonjour, 2022, ça va faire 2 ans, voilà, bonjour monsieur, son médecin, ça fait 2 ans. Pour moi, ça fait très bien de dire ça. C'est très chelou de dire ça. Ça veut dire que c'est chelou, c'est bizarre, c'est pas possible. Et je sais pas, je sais pas, c'est pas mais un an que je vis mal, c'est mes 2 ans que je vis mal en fait. Au fond, euh, je suis pas du tout rassurée mes 2 ans. Au fond, mes 2 ans ne me rassurent pas du tout. Je suis pas du tout rassurée parce que je me dis, voilà, je suis à la fin d'année et tout ça. Et en fait, c'est vrai que vu que actuellement, vu qu'il y avait le Covid et tout ça, j'ai pas pu voir complètement ma famille. Et du coup, c'était une excuse en disant, ah, ma famille, je la vois plus, donc c'est bien, au moins je vois ma famille, au moins je l'affronte pas, au moins je le vois papa. Du coup, je peux pas affronter ma famille, du coup, je peux pas affronter les gens. Du coup, vu que le Covid me va mieux,
J'oublie d'affronter les gens que je connais d'avant. Et du coup, c'était une excuse pour voir ma famille. Maintenant que ça va beaucoup mieux et tout ça, et qu'on sait pas ce qui peut arriver et que tout ça, je me dis, ouh là là, je souhaite peut-être à un moment ou à un autre voir ma famille. Et je suis en mode, génial! Et c'est génial parce que ma famille n'est même pas au courant. Et du coup, je suis hyper mal à l'aise parce que euh, pour moi, c'est frustrant quand les gens te... C'est pour ça justement, je vais pas être thématique, c'est quand les gens te connaissent, c'est frustrant parce que ils te connaissent d'avant. Quand ils te connaissent d'avant, c'est-à-dire que quand tu as des gens qui te connaissent pas, même si tu parles de ton passé, c'est facile parce que les gens te voient comme tu étais maintenant. Ils voient la voie que tu étais maintenant. Maintenant que les gens ne t'ont pas encore, quand les gens te connaissent déjà et qui ont compris que tu connais, ils vont forcément casser ça en disant, ah oui, mais elle était comme ça, voilà, son prénom était comme ça, comme elle était petite, du coup, comme elle était quand elle était petite, et du coup, ils vont forcément interagir avec tout ça. Et c'est compliqué parce que les personnes que je connais, qui m'ont pas connu avant, quand j'étais quand j'étais tout petit, petite, ils m'ont pas connu. Et maintenant que je suis, et les gens qui m'ont connu déjà, ils ont plus de mal, en fait. Les gens qui me connaissent pas, ils ont la facilité à me voir, ils disent, voilà, elle a une voix comme ça, donc, ils- même si je dis pas que je suis non-binaire, ils vont s'habituer. Plutôt que les gens qui m'ont connu avant, ils ont plus de mal à me dire, voilà, elle a la voix comme ça, elle a une voix grave, du coup, voilà, on pose la question. Et en fait, quand t'es une région, quand t'es un endroit où tout le monde te connaît, où toute ta famille te connaît, où tous les gens te connaissent, ou là, quand ta famille, côté un endroit où t'as déjà connu, où t'as des écoles où t'as déjà connu, ce qui est compliqué, quand t'as une situation compliquée, euh, c'est de te dire, voilà, si je vois quelqu'un de ma famille, si je fais ça, si je fais ci, est-ce que les gens me connaissent ou pas? Et ce qui est compliqué aussi, c'est quand tu vis chez tes parents, tu vis pas forcément ta vie complètement parce que tu vis chez tes parents. Et ce qui est compliqué quand t'as pas forcément l'argent, c'est que tu peux pas vivre complètement ta relation complètement aussi. Du coup, tout ça, ça crée un truc de tournant dans ta vie qui fait tout ça. Voilà. Qui fait que finalement, tout tournant vit bien. Et du coup, je dis pas que tu le vis forcément mal. Tu le vis pas mal du tout. Mais du coup, pour les gens que je connais pas, bon, par exemple, je peux parler avec des gens que je connais pas, les gens qui me connaissent pas. Les gens qui me connaissent pas, ils vont appeler mon prénom. Mais quand les gens qui me connaissent pas, par exemple, je peux, là, je vais dire tout simplement, ils vont appeler le prénom que moi, mon prénom que je me suis donné à moi. Mais le prénom, quand quelqu'un ne me connaisse pas, il va me outer en disant mon ancien prénom, des names. Et du coup, moi, ils vont savoir qui j'étais avant. C'est ça le problème. Il peut voir le F, mais il voit ma voix grave. Du coup, il vit mon évolution avec moi. Du coup, c'est plus facile. Ça, je veux dire. Ce qui fait que tu es là à te, du coup, c'est compliqué pour moi. Et les gens de ma famille, autre que la famille que j'ai, ma petite famille que j'ai, la famille que je me considère, mais la famille où je suis pas du tout proche avec eux, euh, en fait, j'ai beaucoup d'impréhension. Parce que pendant tout ce temps, je les ai fuis. Genre, clairement, je les ai fuis. Pendant tout ce temps, le Covid, c'est une discussion en disant, ouais, j'ai Covid, du coup, voilà, on peut pas se voir. Du coup, ils ont pas vu ma voix et tout ça, évoluer et tout ça. Et ma pilosité, c'est, ils n'ont pas vu ça. Et du coup, l'appréhension que j'ai, c'est quand ils vont voir tout ça. Voilà. Euh, du coup, j'ai un peu l'appréhension avec tout ça. Du coup, j'ai un peu peur. Parce que pour moi, ma famille a ce côté-là où ça me pousse. En fait, le côté-là où, en fait, j'ai une envie j'ai cette envie-là de recommencer à zéro et que les gens me connaissent pas. Parce que pour moi, c'est lourd, parce que limite, ça me fait souffrir que les gens me connaissent d'avant
C'est vrai que j'ai rencontré très peu des personnes que je connais d'avant, c'est vrai. Mais dans la majorité des endroits où je promène, où je vais, les gens me connaissaient d'avant. Et du coup, c'est pas facile, parce que les gens sont là. Et je sais qu'on se dit, ouais, c'est facile, tout ça. Pas du tout. C'est une question aussi que j'ai besoin d'avoir un endroit où personne ne connaît mon passé, personne ne connaît la personne que j'étais avant, mes photos. Et c'est vrai que moi, je sais pas pourquoi, dès que je vois une photo du passé ou que je vais penser au passé, ça me fait toujours un peu, genre, mal, parce que je me dis, c'est pas moi du tout. Et dès qu'on dit mon sa prénom, ça me fait mal, parce que évidemment, je dis, c'est pas moi du tout. Du coup, je me sens à force mal en me disant, ce n'est pas moi, c'est pas personnellement, personnellement. Donc, je me sens un peu mal avec ça. Et ce côté-là où c'est problématique, en fait. Et c'est compliqué parce que, euh, voilà. Actuellement, j'ai beaucoup de changements corporels. J'ai beaucoup de changements corporels actuellement qui fait que euh, j'ai beaucoup de changements corporels qui fait que je me sens un tout petit peu seule à le vivre parce que j'aurais aimé avoir des gens vraiment à aborder tout ça. Et vu que la majorité des personnes qui autour de moi sont tous des filles, du coup, je suis obligée beaucoup de ne rien dire et du coup, je suis un peu frustrée par tout ça. Parce que actuellement, j'ai beaucoup de problèmes de transpiration. Je transpire énormément. C'est-à-dire que je suis beaucoup de me doucher, beaucoup mettre du parfum, beaucoup mettre du déodorant parce que j'ai énormément de problèmes de transpiration. Je transpire énormément. Et j'ai beaucoup de bouffées de chaleur. J'ai beaucoup bouffé de chaleur, j'ai des libido. J'ai beaucoup de libido, c'est-à-dire que j'ai énormément de libido. J'ai une libido qui est très forte. Vous voyez, je sais pas si vous êtes, quand vous êtes un mec, ce que vous vivez quand un mec. Vous voyez euh, les érections nocturnes, nocturnes et matinales. Et voilà, c'est pour toi les mecs. Ce sont nocturnes et matinales que tu vis, et les érections soudaines, et le regard des filles, et le regard des activités qui est impulsif. Je dis pas que tous les mecs sont impulsifs, mais c'est un fait. Euh, et en fait, j'ai remarqué quelque chose qui est, qui est très pertinent, c'est que euh, moi, c'est très impulsif. C'est-à-dire que c'est très impulsif, c'est impulsif, impulsif. En fait, j'ai commencé à avoir ces effets secondaires quand j'ai pris les plus correctifs. Parce que j'ai pris les plus correctifs et en fait, j'ai pris le gel. J'ai mis le gel parce que je suis passée du gel en pompe et j'ai mis une gel et j'ai commencé à mettre deux. Du coup, j'ai pas respecté du tout le dosage. Et du coup, je ne comprends pas. Parce que j'ai mis une pompe par jour et j'ai mis bien la dose normale de testostérone, j'ai mis la dose normale de testostérone, j'ai mis la dose normale, j'ai mis en petites gouttes. Et le problème que j'ai, c'est que j'ai changé la crème en, en gel. Après, j'ai mis le gel. Du coup, j'ai changé en gel en crème. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas utilisé parce que de base, la testostérone, il faut prendre le matin et pas prendre le soir. C'est vrai. Et du coup, en guillemets, on m'a dit oui, il faut prendre le soir, etc. Mais du coup, moi, comme je vous ai dit, je lui ai pris petit dosage, gros dosage, petit dosage, grand dosage. Mais du coup, j'ai l'impression d'avoir des crises de manque de dosage. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le dosage, le gros dosage, physiquement, il me manque en fait. C'est comme si quelqu'un manque de compléments alimentaires qui se sent mal. C'est pareil. En fait, c'est comme si mon corps me disait, eh oh, faut prendre tes gros dosages, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, tout le temps, eh oh, faut prendre tes gros dosages, faut se réveiller. Et du coup, dès que je mets le dosage, c'est comme si mon corps il comprend pas en fait, il n'arrive pas à comprendre. Et du coup, quand je prends des grands dosages, quand je prenais des gros dosages, voilà. Et en fait, je me disais, ma testostérone va baisser.
elle va baisser. Et en fait, j'ai fait une prise de sang, c'était, je crois, c'était la prise de sang, la dernière prise de sang que j'ai faite, c'était, je fais un exemple, la prise de sang. La prise de sang, oh là là, désolée, je suis débarquée. La dernière prise de sang que j'ai faite était en avril. Voilà, c'était le 15 avril. Voilà, le 15 avril. C'était le 15 avril. Les prises de sang, c'était le 15 avril. Oui, c'était le 15 avril. Le 15 avril, c'était le 15 avril. Le 15 avril, c'était le 15 avril. Et déjà, le 15 avril, c'était déjà le 15 avril, le dosage était déjà de testostérone normal. C'est de base. Déjà, le 15 avril, le testostérone était la même chose que le premier mois, c'est-à-dire 24. Et ma endocrinologue ma endocrinologue m'avait dit qu'il fallait que ça baisse un peu. Pourquoi? Parce que mon testostérone est beaucoup trop élevé. C'est-à-dire que le gel a tellement agi que malheureusement, moi je souhaitais faire une injection, mais c'est pas possible parce que le gel réagit très 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 fort à mon corps. Et du coup, du coup, elle m'a dit oui, mais il faut que ça baisse un peu parce que c'est beaucoup trop élevé en fait. Du coup, j'essaie de vraiment mettre un tout petit peu de dose pour vraiment que mon testostérone baisse. Mais j'ai l'impression que ça a pas vraiment baissé. Au fond, j'ai l'impression que ça a augmenté en fait. Je sens que ça a augmenté de plus. J'ai l'impression que je sens les effets hyper forts. Je sens des, des courbatures du libido, des érections, de la libido, des érections, des envies tout le temps, comme des érections tout le temps, des érections soudaines et incontrôlées. J'ai envie soudaine et incontrôlée de, de pêche, voilà, de Scrabble, de faire du Scrabble tout le temps. Du coup, c'est très frustrant. Et c'est très frustrant. En fait, en donnant tous ces effets, je me suis rendu compte que la femme ne connaît pas autant l'homme au niveau de ça que la femme. Non, revenons sur moi, en fait. Il faut que j'arrête de parler de militantisme, il faut que je parle de moi. Voilà. Voilà. Et du coup, je sais pas si c'est normal ou pas d'avoir tous ces effets. Je n'ai aucune idée. Et du coup, je ne savais pas si tous ces effets ou pas, si j'ai pas tous ces effets ou pas, si j'ai pas tous ces effets, en fait, de testostérone que j'avais dans mon corps. Et du coup, de base, mon testostérone doit baisser, doit pas augmenter. Et en fait, j'espère que dans ma prise de sang, elle a baissé parce que si elle est encore dans la même dose, en fait, il y a eu, comment dire, il y a eu une stabilisation de la testostérone que, en fait, pour les hormones, ça a stabilisé parce que, en fait, si deux prises de sang et de même cycle, c'est stabilisé. C'est-à-dire que les deux hormones sont stabilisées en même temps. Et du coup, le souci que j'ai eu et que j'aurais pas dû faire, oui, parce que j'aurais pas dû faire, c'est changer mes dosages tout le temps, tous les 5 minutes, tous les 5-12 jours. Comment dire, en un an, je suis passée à 3 testostérones en un an quand même, hein. Si on compte le changement de marque de ma testostérone, parce que ma testostérone a changé de marque, ça compte pas. Je suis passée de la crème au gel, au flacon de 3 dosages. Voilà. Je suis passée de 3 dosages en un an. C'est pour dire. Et j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. En plus, j'ai fait 3 dosages, j'ai fait 3 dosages différents. Je suis passée de dosage complet d'un homme, pas avec un homme trans, complètement, à un dosage semi-petit, semi-dosage. Et après, un petit dosage et un micro-dosage. Voilà, voilà. Vous voyez le problème du dosage? Désolée pour le bruit. Oh, je suis désolée, c'est gênant. Du coup, j'ai vu un médecin sur ça, je vois un médecin et j'ai vu un médecin
Et je vois le médecin me regarder comme ça, genre, ok, elle a eu 3 dosages, la meuf. Elle a eu 3 dosages. Et, et oh mince, désolée. Oh là là, je suis désolée pour les bruits qu'il y a. Désolée, excusez-moi pour les bruits. On a fait une pause des bruits. Désolée pour les bruits. Je sais pas ce qui m'a pris pour les bruits. Voilà. Excusez-moi pour les bruits. Et du coup, euh, mes dosages, je les ai complètement changés et tout le temps. Et du coup, j'ai changé tout le temps mes dosages. Du coup, quand j'ai fait des prises de sang, parce qu'en fait, j'ai fait les prises de sang des premiers mois. En fait, chaque mois, genre, pas chaque mois. En fait, j'ai beaucoup changé mes dosages, énormément. Et, et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Là, je sais pourquoi je l'ai fait, mais je ne pense pas que c'était. Et après, on me demande, avez-vous fait les mêmes dosages tout le mois? Mais j'ai pas fait les mêmes dosages tout le mois. En fait, j'ai changé beaucoup de dosages. En fait, voilà, mon corps a beaucoup subi mes dosages que j'ai. Et tu te dis comment comment t'as pu te doser comme ça sans suivi du médecin, tout ça. Les gars, pas de protocole médical, donc je suis obligée de me doser moi-même, donc voilà. Et vu que j'étais très, 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 très pressée. Et au niveau des crèmes aussi, j'ai un niveau des crèmes, au niveau de la barbe, j'ai pris du minoxidil. J'ai pas parlé. J'ai parlé du minoxidil et le minoxidil, en fait, mon médecin m'a dit non, 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 arrête le minoxidil parce que ça peut brûler la peau. Mais en fait, vraiment, le minoxidil, ça a réussi à faire pousser ma barbe, mais après, ça a commencé à me brûler, à faire des traces de minoxidil. J'ai commencé aussi à avoir des difficultés à avoir des poils à cause du minoxidil et tout ça. Du coup, j'ai arrêté le minoxidil complètement. Je prends de l'huile d'orissa, mais en fait, ça pousse pas vraiment, c'est pas très visible et tout ça. Après, on m'a dit qu'il fallait que j'attende beaucoup pour que ça pousse et tout ça. Après, après, comme je dis, j'ai aussi tout ça. Et en fait, du coup, le fait que j'ai pris plusieurs dosages, en fait, le fait que j'ai pris des dosages complets et que j'ai pris grand petit dosage a fait que j'ai eu un dose de testostérone d'un homme. Et du coup, ça a fait que tout s'est accéléré très vite. Ça veut dire que il y a des effets que j'ai eu beaucoup plus vite que je n'aurais pas eu. C'est-à-dire que en fait, je suis passée de rapide à lent. Et du coup, on ne sait pas en fait, on n'a aucune idée si ça va baisser ou pas. Si ça baisse, c'est bien, mais si ça augmente, on ne sait pas. Et du coup, vu que j'ai un dosage fort d'un homme logique, je suis obligée de faire le test, je suis obligée de faire le test de diabète et de diabète et de cholestérol à cause de ça. Avant, avec le dosage, j'ai besoin de faire ça, maintenant, je suis obligée de le faire ça, à cause de ça. Du coup, la testostérone, faut faire extrêmement attention. En fait, j'ai fait l'erreur de faire ça. Il fallait pas du tout faire ça. Il fallait pas du tout le faire et j'ai fait l'erreur. Il fallait pas que je le fasse. J'aurais jamais dû faire autant de. J'ai fait beaucoup de bêtises, mais vraiment ça, c'était la bonne, hein. En plus, j'ai fait genre que je ne connaissais. J'ai dit oui, mais c'est normal, c'est pas dosage. Si je connaissais très bien le dosage quand j'ai fait ça. Juste que j'en ai juste ras-le-bol que ça soit aussi lent. Du coup, ça a augmenté. Et en fait, vu que j'ai essayé d'augmenter les doses, du coup, ça a encore plus lent qu'avant. Du coup, génial. Et du coup, euh, aussi le fait que j'ai changé de crème à gel aussi, c'est parce qu'en fait, le gel, j'en sais pas. En fait, la pompe que je mets, le flacon, en fait, ça m'a fait pas beaucoup d'effets. En fait, les effets me faisaient rien du tout. Du coup, en fait, je mettais la pompe, mais je ne sentais pas du tout d'effet. J'ai pas du tout d'effet, en fait. J'ai pas du tout d'effet. Voilà. Les effets, je les ai vraiment zéro, nada. J'ai pas du tout d'effet sur ça. Ce qui est le problème majeur sur ça. Du coup, c'est un peu problématique. En fait, voilà.
Du coup, voilà, c'est limite des choses en fait que j'aurais dû penser et tout ça. Après, ce qui surprend souvent les médecins et tout ça, c'est ça. Après, au niveau des effets, j'ai beaucoup de fatigue en ce moment, j'ai beaucoup de courbatures. Je suis extrêmement fatiguée, j'ai beaucoup de baisse d'énergie, je suis fatiguée et j'ai des envies bizarres. Par exemple, là, j'avais envie de cornichons et de yaourt. Je mangeais cornichons yaourt. J'ai envie de saucisson, de glace, de saucisson et de glace, de saucisson. J'ai tout le temps soif, j'ai tout le temps mal à la gorge, je suis tout le temps fatiguée, je suis crevée. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme symptômes? J'ai envie de glace et de tout ça. En fait, je pensais, on m'a dit oui, mais ça va passer, l'envie de manger tout le temps. Et finalement, ça n'est jamais passé avec moi. En plus, je sens les effets hyper forts de la testostérone. En fait, le problème, c'est que quand je prends le matin, en fait, quand je prends la testostérone le matin, en fait, du coup, toute la journée, je me sens pas bien. En fait, je me sens un peu maussade. Plutôt que quand je prends le soir, j'ai plus d'effets. Du coup, les effets sont plus faciles pour moi à gérer. Je suis beaucoup moins crevée parce qu'en plus, quand je prends, surtout que actuellement, je suis à mes 5 mois et du coup, j'ai l'impression que tout est augmenté. Et là, j'ai pas pris ce matin et parce que j'ai oublié. Et du coup, je sens même si j'ai pas pris de testostérone, je sens les effets en fait. Et j'ai l'impression que dans mon organisme, ça dure plus longtemps qu'avant. C'est-à-dire que si j'arrête, là, j'ai pas mis tout de suite, je sens directement l'organisme qui n'arrête pas du tout les changements. Au niveau de la voix, j'ai l'impression que ça grave de plus en plus et tout ça. C'est de plus en plus grave et tout ça, et c'est compliqué simplement de rester comme ça. Genre, c'est compliqué d'avoir une voix grave et tout ça. Après, au niveau de la pilosité, j'ai pas beaucoup de changements au niveau de la pilosité. Vous voyez, ça, c'est mon grand déçu. C'est vraiment la chose que je suis déçue plus souvent, c'est la pilosité. La pilosité, c'est vraiment un truc qui me dérange beaucoup et tout ça. Vraiment. Après, j'aurais aimé voir une orthophoniste aussi. Avoir une orthophoniste parce que j'ai du mal à gérer ma voix en fait. J'ai beaucoup de mal à gérer ma voix et en fait, j'aurais dû voir une orthophoniste, j'aurais dû insister plus parce que j'ai du mal à gérer ma voix, j'ai toujours tendance à forcer ma voix et du coup, j'ai tout le temps mal à la gorge. Et là, j'ai beaucoup forcé ma voix. Là, j'ai forcé ma voix. Là, je la force pas, c'est la naturelle, c'est ma voix naturelle. Et voilà. Après, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est une pomme d'Adam ou pas. J'ai une petite boule là. Je sais pas ce que c'est du tout. Je n'ai aucune idée. Et en fait, je suis pas. En fait, quand je fais des prises de sang, je suis pas du tout examinée. On m'examine pas du tout. On me demande pas mes effets. On me demande juste. Genre, on m'examine pas du tout. C'est rare qu'on m'examine. En plus, j'aime pas être examinée. Genre, très souvent, j'aime pas être examinée. Souvent, ça a le problème. Ah! Et souvent, en fille, je perds ma voix aussi. Très souvent, je perds ma voix, tout ça. Donc, c'est très fatigant. Là, je sens pas ma voix. Du coup, quand je perds ma voix, je fais comme ça. J'ai une voix comme ça, en fait. Ma voix est comme ça. Genre, j'ai une voix extrêmement grave et tout ça. C'est chiant. C'est très chiant, ma voix. Ma voix est très grave. Et je m'attendais pas à avoir une voix aussi grave, aussi dans le grave. Disons que je chante aussi et que on va avoir une voix aussi grave en fait. Dans ma voix, c'est un peu compliqué parce que ma voix est vachement grave et du coup ma voix est grave, elle est pas du tout aiguë du tout. Et du coup, j'ai plus de mal à chanter. J'essaie vraiment de faire exercice de voix, mais j'aurais dû voir un orthophoniste. Et du coup, je dois faire mes prises de sang parce que le prise de sang de mes 4 mois, je l'ai toujours pas fait du tout. Je ne l'ai pas fait du tout, ma calme de prise de sang. Je n'ai pas fait ma prise de sang des 4 mois. Et voilà, je n'ai pas tout fait. Mes 4 mois, la prise de sang de mes 4 mois, je n'ai pas du tout fait. Voilà, voilà. Et du coup, je dois faire ma prise de sang de mes 4 mois. Et en juin, les prochains mois, ça sera le 15 juin 2021. Ça fera 5 mois. Et du coup, je serai à 6 mois sous testostérone. Je serai après 6 mois. Et quand je serai auprès 6 mois, ça veut dire que, du coup, après 6 mois, il me reste que
Quand je dis qu'il reste que peu de temps, il me reste vraiment peu de temps. Il me reste déjà, il me reste que voilà, ça fait 4 semaines et après je suis à 5 mois. Je suis à 5 mois. Et du coup, après mes 5 mois, je serai à 6 mois sous testostérone. 6 mois. Je serai à 6 mois. Et après, je serai à 6 mois de testostérone. Je serai à 6 mois. Voilà. Je serai à mes 6 mois sous testostérone. À mes 6 mois. Voilà. À mes 6 mois sous testostérone et tout ça. Et du coup, vu que je serai à mes 6 mois sous testostérone, euh, du coup, il me reste, parce que en juin, ça fera 6 mois. En juillet, ça fera, en juin, ça fera, pas 6 mois, ça fera 5 mois. Et en juillet, ça fera 6 mois. Et ça fera en août, ça fera, après les 6 mois, il me reste, après mes 5 mois, il me reste que 2 mois, en fait. Il me reste que 2 mois, et après 2 mois, ça fera 1 an. Voilà, ça fera 1 an sous testostérone. Parce que c'est le moment où j'ai commencé et tout ça, donc ça fait environ 6 mois. Ça fera 1 an. Et ça fera 1 an sous testostérone. Pardon. Donc ça fera 1 an sous testostérone. Mais 1 an sur testostérone. Voilà. En fait, il reste très peu de mois et après c'est fini. Et du coup, je vais demander d'organiser les mois de testostérone en fait. Je vais décider de prévoir les rendez-vous en avance pour éviter et l'attestation de prise de sang et un truc renouvelable pour être sûr et certain que mon année est bien. Du coup, la question des paquets de testostérone, j'ai environ plusieurs paquets de testostérone, dire que j'en ai plusieurs, ce qui fait que il me reste assez de paquets pour tout simplement me faire. J'ai assez de paquets pour doser. J'ai assez de paquets pour la fin de l'année et même pour janvier. J'ai assez de paquets pour même janvier. Même janvier, j'ai assez de paquets pour janvier. Carrément, j'ai assez pour mes 9 mois, pour mes 1 an. J'ai assez pour 1 an. J'ai largement assez pour septembre. J'ai assez pour septembre. J'ai assez pour septembre et voilà. Après, pour janvier, pour septembre, j'ai assez pour septembre et tout ça. Après, je pense que je vais racheter un paquet pour l'année suivante, c'est-à-dire pour janvier, février. Et pourquoi en fait je prévois des paquets en avance? Parce que ça évite de acheter les paquets. Ça veut dire que c'est pour ça que pourquoi je marque les dates précisément et tout ça. En fait, ça m'aide à planifier les rendez-vous correctement et les faits correctement. Je vous explique. En fait, je vous explique, moi, c'est chaque, chaque mois, chaque 15 mois. En fait, les 15 mois, ça tombe souvent à des jours différents. Là, c'est tombé un samedi. Le prochain mois, ça va tomber un mardi. Voilà, comme je dis, ça tombe un mardi. Et le prochain 15 mois, ça tombait un jeudi. Ça tombait à jeudi.
Et là, ça va tomber un dimanche. Donc, il y a des, ça, et il y a que un 15 mois, un 15 qui a tombé sur 15 mois. Et en fait, ça m'aide à m'organiser, savoir les jours et les semaines, m'aide à savoir quand j'ai oublié ou pas. En fait, ça m'aide à savoir les caractéristiques de paramètres. Du coup, je fais ça pour reconnaître les limites, tout ça. Ça m'aide à gérer et à planifier ce que je fais, en fait. Et en fait, je marque les dates et tout ça. Ça m'aide aussi à pas être impatient, tout ça, à être hyper patient. Et limite, je marque mes symptômes. Je marque les symptômes. Je marque les effets. Les symptômes, je suis pas malade. Pour tout ça. Et pourquoi faut prendre plusieurs paquets de testostérone? Parce que les paquets, ça aide vachement aussi les paquets. Moi, je trouve que les paquets, ça aide vachement parce que quand tu utilises plusieurs paquets de testostérone et pas un paquet, quand tu utilises plusieurs paquets de testostérone, plusieurs paquets, bien, je dis bien plusieurs paquets. La testostérone, quand tu achètes plusieurs paquets de testostérone, ce qui est génial, en fait, ce qui est génial, en fait, de testostérone, qui est génial, c'est que quand tu achètes en plusieurs paquets, euh, la testostérone en plusieurs paquets, tu as besoin d'acheter. Et moi, je conseille vraiment d'acheter environ de testostérone en paquet, d'acheter 3 paquets, en fait, de testostérone. D'acheter 3 paquets de testostérone et pas acheter deux. Moi, là, j'ai acheté ces 3 paquets. Et de mettre la prescription médicale à 3 paquets parce que, du coup, j'ai plus besoin, ce qui est bien, c'est que du coup, euh, plus besoin, du coup, je n'ai plus besoin, ce qui est génial, c'est que je n'ai plus besoin d'en commander. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de, ce qui est génial, c'est que du coup, j'en ai plus eu besoin. J'ai plus besoin de commander de testostérone. Du coup, ce qui est génial, c'est que du coup, je n'ai plus besoin d'aller à la pharmacie. Et quand tu commandes 3 paquets, du coup, un paquet comme ça dure un paquet comme ça, ce paquet-là, ça m'a duré pour le mois de avril-mai. Ça a aussi duré aussi pour le mois d'avril-mai, c'est-à-dire que mai et après ce paquet-là va durer en mai-juin. C'est-à-dire que en juin, ce paquet-là sera encore là. Du coup, ce paquet-là, je vais utiliser ce paquet-là en en ce paquet-là, je vais le finir. Ce paquet-là, je vais euh, le, le ouvrir à mon avis. euh, je pense que en juillet, ce paquet va toujours être là. C'est-à-dire que du coup, en juillet, ça va. Et ce paquet-là, je vais le ouvrir en octobre, septembre, décembre, novembre, en fait. Mais vu que j'ai déjà utilisé ça, je pense que le mois après, je pense que je vais plutôt utiliser ça comme paquet. Comme ça. Tout ça comme paquet. Parce qu'on a vu. Alors voilà, ça se constitue comme ça. C'est pas très beau. Et du coup, si tu fais ça du coup, c'est une goutte, tu as un jet par jour. Voilà, c'est comme ça. Du coup, voilà, vous avez un petit bouchon, vous voyez. Ça, c'est en flacon. Je sais pas comment c'est en injection, mais voilà, je sais que c'est en flacon. Ça, c'est en flacon. Du coup, voilà, ça, c'est en flacon. Et du coup, ils disent, alors, un butch, un punch, une fois par jour. C'est-à-dire que tu mets une fois par jour. Voilà. Voilà, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est génial, hein. C'est génial, ça fonctionne comme ça. Et voilà. Et voilà. C'est tout à fait génial, ça fonctionne comme ça. Et après, voilà, les sessions sont comme ça. Et du coup, voilà. Moi, je prends une marque allemande de testostérone parce que voilà. Et moi, mes dosages sont des dosages américains. Voilà, j'ai des dosages américains.
et européen. En fait, c'est un mélange entre américain et dosage européen, parce que c'est moi qui ai trouvé mes propres dosages, moi-même. C'est moi qui ai trouvé des dosages sur Internet. À ne pas faire, à ne pas reproduire, à ne pas reproduire. Ne prenez pas vos dosages sur Internet et demandez au médecin, s'il vous plaît, dosez-moi comme ça. Qu'on a la volonté, on convainc les médecins. Qu'on est convaincant, en fait, on peut convaincre n'importe quel médecin de nous donner etc. Et on peut nous faire arrêter. Et en fait, j'ai fait très, 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 très vite parce que, en fait, j'ai beaucoup convaincu les médecins et j'ai beaucoup insisté. C'est pour ça aussi que j'ai réussi. Du coup, mes dosages de testostérone en gel, c'est appliquer le matin un demi 3 du sachet tracutant, traquettement deux fois par semaine plus aux demandes aux besoins, si demande aux besoins. 2 fois par semaine. Voilà, du coup. Voilà, 2 fois par semaine. Plutôt que ça, c'est une fois par semaine. C'est toujours une fois, plutôt que ça, c'est 2 fois par semaine. Ce qui est différent. Ouais, c'est complètement différent au niveau de l'usage. En même temps, ce dosage-là, c'est moi qui ai la fête, en même temps. C'est moi qui ai fait ce dosage-là. Et cette prescription est du 2 février 2022. Du paquet, je veux dire. Je peux encore prendre testostérone pendant janvier, mais après janvier, il faut que je change le paquet. Il va être périmé, le paquet. Voilà. Le paquet est périmé, tout ça. Yeah! Ouais, je sais, j'ai l'air complètement d'une tarée. Même si j'avais posé. Oui. Je sais, j'ai un excentrique. J'ai pas, mon décor est pourri, mais je fais mon excentrique. C'est fou, hein. Et voilà. Qu'est-ce construire un truc? Elle a totalement raison et dans les commentaires, on raconte des merdes totales. La non-binarité n'existe pas au même titre que la transidentité et au même titre que la soi-disant cis-identité. Cis n'existe pas, trans n'existe pas, gender fluid n'existe pas, non-binaire n'existe pas. Je vais même vous expliquer. Et oui, si Jean-Michel se sent gender fluide. Eh oui! Et si toi, Jean-Michel Jean, tu veux être con, tu restes con. Eh bien oui, parce que quand on reste con, on reste con. Si toi, Jean-Michel, tu dis que l'humanité n'existe pas, alors tout le monde doit te croire. C'est génial. Si les gens te disent que toi, tu ne crois pas à l'humanité, c'est génial, on doit tous te croire, on va tous te l'applaudir. Bravo Jean-Michel. Bravo Jean-Michel, on doit tous te dire que tu n'es pas que la non-binarité n'existe pas. Bravo Jean-Michel, je suis fière de toi. Qu'on est tous des malades, c'est flat, bravo. Dire que si la non-binarité n'existe pas, et que moi j'existe pas, dire que je suis un imaginaire, dire que cette vidéo n'existe pas, si une chaîne YouTube n'existe pas, dire que j'existe pas du tout, c'est dire que en gros, je suis mort en fait, je suis décédée. Alors, il est où mon cadavre en fait? Où est mon cadavre? Coucou cadavre, je suis là. Coucou, je suis un fantôme en fait, je n'existe pas. Ah oui, oui, je n'existe pas, je n'existe pas, je suis un fantôme. Hein. Du coup, où est mon cadavre en fait? Coucou cadavre, je suis là en fait. S'il existait, alors si toi tu dis si Jean-Michel est non binaire, ça veut dire qu'il est pas vraiment une fille. Et ta connerie aussi, ce n'est pas la jeune fille alors. Parce que un jour il porte des talons, il se sent femme, et qu'un autre jour il va se faire une coupe de mec, il va se dire je suis un homme. Ah oui. Et toi, si tu ressens ton énervement, est-ce que nous aussi on le subir? C'est-à-dire que vu parce que tu es énervé et que tu n'es pas d'accord avec quelque chose que tu comprends pas, alors t'es forcément quelqu'un qui est transphobe. Ah oui. Alors tu es obligé de te d'exprimer, c'est ça? Ah oui, si toi tu te ressens ton énervement, tu dois exprimer ton énervement. Plutôt que prendre ta bouche et la fermer. Et oui, ça sera encore mieux de la fermer, tu sais. Ça prend juste 5 secondes. Non, 1 seconde. Allez, on va tous faire du sport. On va tous applaudir Jean-Michel, on va dire sa jolie phrase moralité non binaire. Bravo Jean-Michel, nous sommes fiers de toi. Alors, l'Oscar du gars le plus débile au monde est à ce YouTuber. Bravo, bravo. Je déclare stupide.
Je te déclare inculte. Voilà. Alors, nous déclarons Monsieur Jean-Michel de Culture, c'est Hiro Gizo Spam, Hiro Kaza Spam, comme débile. Adjugé rentré, adjugé. On va lire les commentaires pour bien rire avec C'est vous. des stéréotypes de genre, ça. Pareil pour la transidentité, c'est quoi la transidentité? C'est pas tu te sens homme ou tu te sens femme. Parce qu'on n'a pas de ressenti, ça n'existe pas. On l'est. Ah oui, alors c'est pas de ressenti. Alors pourquoi toi tu fais les vidéos alors? Ça avait pas ressenti, il y avait pas de femmes, il y avait pas d'hommes, hein. Alors c'est comme ça, c'est-à-dire que pour toi ça n'a pas de ressenti, alors c'est-à-dire que tout le monde c'est des êtres humains, il y a pas de genre, alors ça fait Zumba, café au carnaval, tu es tu es stupide. Ah oui, parce que voilà, les gens se croient meilleurs que nous. Ah oui, oui, ils croient à l'intelligence subite. Alors si toi, si moi alors je crois, ils vont dire encore des bits stupides. Hein. Alors moi je suis avion, alors c'est non binaire. Ah oui, tu te trouves drôle, tu te trouves marrant en disant ça. Ah oui, tu te trouves très marrant. Ah oui, tu te trouves marrant en disant que moi je suis avion. Oui, oui, tu te trouves drôle en disant ça. Tu te trouves tellement marrant, c'est tellement ironique. C'est marrant de dire ça, c'est très marrant. Oui, oui, oh oui. Et si je te ferais pareil, si moi je porte une barbe, alors moi je suis ballon. Ça serait marrant pour les autres. Voilà. Alors ne fais pas ce qu'on voudrait pas. Oui, parce que clairement c'est. Tu es trans parce que tu as un comportement de fille. La non-binaire. Oh, un comportement de fille. Ah d'accord. Je ne savais pas. Alors on va lire en message. Hein. Attention, violon. Tu. Voilà, parce que c'est peut-être marrant. Hein. Attention, on va mettre le violon. Hein. Mais ce n'est pas des stéréotypes de genre. C'est juste un nom. Juste, on appelle les toilettes, car il faut bien pouvoir parler. Oh! Pas de situation créée. Bien, il n'a pas besoin de mettre des gens dans les cases. Mais, what the fuck? Hein. Bref, il faut pas dire que les gays sont juste des hommes qui aiment les hommes. C'est fait le mot et la résumé. On mélange pas sexualité et genre, vous savez quoi les coucous? On ne mélange pas sexualité et genre. Yeah! On mélange pas sexualité et genre, mais s'il vous plaît, je vais pleurer. S'il vous plaît, mais pas sexualité et genre. Je vais pleurer, s'il vous plaît. Mais pourquoi? Ouais, bref, j'en ai marre. Bref, j'en ai marre de pleurer, c'est bon. Alors, non, mais on parle pas de rotation sexuelle, on parle seulement de biologie, on parle de genre et c'est faux et construction sociale. Oui, c'est bien, Jamy, t'as compris la situation. Désolée. Ça, c'est une seule réaction, hein. Vous voulez voir, désolé, c'est noir. Ah, so nice. Ouais, merci. Bref, excusez-moi. Alors, c'est juste des pensées, c'est complexe, c'est complètement été comme les non-binaires, c'est créer, c'est- fait de créer des dysphories. Je pense que c'est va plus long. C'est moi, désolé, excusez-moi, je suis dyslexique. Hein. Alors, étant non-binaire, faisant de d'éducation, je pense que c'est là, ça là va plus loin. Vraiment, ce n'est pas sentiment nouveau chez moi. Alors, je dis être non-binaire, mais ça n'existe pas. Ah ah ah! Bien, mon coco, mais c'est bien! Mais c'est bien! Mais c'est bien! Désolée, excusez-moi. Et c'est un but! Ouais! Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Encore un ban. Ban. Voilà, notre cher petit Jamy se croit bien sûr que non, mais non, pas du tout. Il est plutôt bête que tout le monde. Voilà. Il ne faut pas prendre la tortue. Parce que la tortue est plus fort que le lièvre. Voilà. C'est mon philosophie. Alors, juste par même orientation.
quelque chose juste parce que pour exister. Alors, tu penses que on nous a plus... Alors, ok, je prends des hormones, j'ai des effets secondaires, ce serait génial, hein. Oui! Tout le monde aime avoir des libidos forts. Tout le monde aime avoir une pilosité, se fatiguer, être crevé, manger n'importe quoi et avoir la voix qui mue. Tout le monde aime ça. Vraiment, c'est génial. Ah oui, oui, on adore ça. Oui, oui, on adore, on adore. T'adores discriminer. Bonjour! J'adore être discriminée. Vraiment, j'adore ça. Donnez-moi encore peu de discrimination. J'adore. Oui, oui, je fais ça juste pour exister. Je fais juste ça parce que je vais attirer l'attention. Voilà. Tu penses vraiment que je descends? Vraiment. J'aurais bien aimé être une femme avec des seins, une poitrine et des cheveux longs et un vagin. Voilà. Ce serait clairement être bien. Mais non. J'ai fait juste pas de son parce que, ma vie en tournant, je m'ennuyais. Du coup, je voulais faire le tricot, plutôt faire le tricot. J'essayais des non-binaires. Parce que c'est trop amusant. Ah oui, oui, c'est très amusant et discriminé en mode ah oui oui tu n'existes pas ah oui oui en fait t'es un objet t'as un hélicoptère ah oui c'est très marrant très drôle oui oui non 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 ah oui aussi la question de t'as fait quoi entre les bas et les jambes oui c'est quoi que t'as entre les jambes oui c'est quoi entre les jambes oui c'est quoi ou la question de c'est quoi tes rapports sexuels c'est quoi tes partenaires avez-vous des rapports sexuels oui et c'est génial je pense vraiment que ce genre de questions ça te plaît. Ah oui, oui, parce qu'on prend l'exemple des transitions en disant, ah oui, mais vous avez vu, et non bien qu'elle est transitionnée, ça veut dire que la transition n'existe pas. Ah oui, oui. Mais c'est un cas sur 1000. C'est rare, des transitions. Coco, Jamy, il y a des psychiatres pour ça, il y a des psychiatres pour ça. Voilà. Oui, parce que les gens pensent. On pense que les chirurgies, c'est comme ça, c'est facile. Ah, c'est la mutilation. Ah, oui, oui. Et quand les femmes font du chirurgie, quand toi tu fais du chirurgie, c'est pas la mutilation aussi? Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, quand c'est les non binaire, on est dans la sauce, hein. Faut tout, ah mon Dieu, c'est horrible, il est trans, il est non binaire. Ouh! Bref, il faut, je pète un câble. On va dire, mais les tarés, man. Mais je fais du marrant, tu vois, je fais du marrant. Oui, ouais, oui, oui, clairement, c'est pour, ça c'est pour les gens qui sont critiques. Euh, Côté, il faut dire que jamais j'ai changé, il y a du genre social, laissez tomber. Mais, mais c'est quoi ce... Je veux pas aller les autres parce que c'est vraiment ça. Affligeant. Et il mélange sexualité et genre. Ça n'existe pas, c'est une maladie. Ah oui, 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 oui. Oui. Alors je suis malade alors, oui, oui. Déjà, déjà, vous avez vu sa coupe de cheveux déjà? Sa coupe de cheveux, ses cheveux. Déjà, fais un petit effort pour discriminer quelqu'un en fait. Déjà, quand on discrimine quelqu'un, faut faire attention de comment on s'habille. Ha ha ha. Ouh. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est un pétage de plomb général, hein. C'est un pétage de plomb général. J'ai pété un plomb. YouTube, t'as pas intérêt à me visser ces vidéos. Voilà. On va mettre mes vidéos TikTok. Tiens. Oui, c'est ça. Je vais mettre ces petites musiques. Donc, du coup, voilà. On va mettre la thé. Je vais la mettre avec vous. Je vais la mettre avec vous.
Ah ouais, je vais non, plutôt mettre mes bras parce que là, on ne voit pas. Stay here, it'll be your choice to stay here. Oh, voilà. I like pickles. I like pickles. J'ai pris ma testostérone, j'ai pris ma testo. Oh là. Call me when you want, call me when you need, call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need, call me out by your name, I'll be on the way. J'ai pris ma testostérone. Allez Mathieu, on danse ensemble. Alors Mathieu, on danse avec moi. On danse ensemble. Putain. Je déconne avec ma testostérone. C'est des pleurer bizarre. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un commentaire. Comment pour alimenter le truc TikTok. Pour après, tout simplement après, alimenter mon truc de vue. Il y a des nouvelles vidéos, des nourritures à regarder. Si jamais il y a d'autres vidéos sur ma première monnaie de transition, transition, si vous voulez voir. D'accord, il faut que j'arrête. Yo, what's up? Oula. Une chanson. Fallait pas la mettre. Une chanson qu'il fallait pas mettre. On finit cette. Au revoir tout le monde, c'était Pacifique. À bientôt. Ouais, peace and love tout le monde.